savez que... Ah, voilà, le Maharal, il est là. Ce livre-là, il a été écrit entièrement... Ah, bonsoir déjà. Mal poli. Donc ce livre, il a été écrit entièrement sur la base d'une seule phrase du Maharal de Prague. Bon, il y a quand même 400 pages pour expliquer, pour vous dire le niveau à qui on s'adresse. C'est pas grave. Cette phrase, c'est Kol hachaim zelatzet min hakoach el hapoal. Toute la vie, c'est de passer du potentiel au réel. C'est-à-dire que la définition de la vie, c'est quoi être vivant? D'accord? Tu as le cœur qui bat, tu as le cerveau qui fonctionne, tu as le sang qui circule. C'est quoi la définition de la vie? Il dit la définition de la vie, d'après la Torah, c'est la tzet min hakoach el hapoal. C'est passer du potentiel au réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, il a un potentiel à l'intérieur, et ce potentiel, il doit se réaliser dans la réalité à l'extérieur. Donc il y a le moi intérieur et le moi extérieur. Bon, les Chachamim, ils appellent Toho, le moi intérieur, et Baro, le moi extérieur. Maintenant, pour simplifier, on va dire qu'une personne, elle est faite un peu comme des poupées russes. Vous savez, des poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc la poupée la plus profonde, c'est la neshama, c'est l'âme. D'accord? Bon, nous, on appelle l'âme, l'autre, il appelle l'essence de l'être, l'autre l'appelle l'intrinsèque moelle, l'autre la source de l'impulsion première. Chacun, il a donné un nom différent, mais sur le principe, tout le monde comprend que, à part ma viande et à part ma personnalité, il y a aussi quelque chose de plus puissant qu'en éthique médicale on appelle la vie, ouais, qui s'appelle la neshama. On l'appelle la neshama. Maintenant, cette neshama, elle est divine. Vous êtes au courant, d'accord? Après la neshama, il y a le nefesh, le psychique, le moi, le jeu. Les Khamim, ils appellent le lève, le cœur. Après, il y a le physique, le corps. Et après, il y a le vécu, le rapport avec la réalité. C'est exactement pareil qu'un ordinateur. La neshama de l'ordinateur, c'est le DOS. Le DOS, d'accord? Le système d'exploitation du DOS, ben, c'est le Windows. Facile à comprendre. Donc, c'est le côté qui remplace le psychique. Et après, il y a la tour. Donc, toute la mécanique, tout le hardware, ouais, c'est-à-dire la carte mère, tout ça, la mémoire, tout ça, en réalité, ça correspond au corps. Et ensuite, il y a le vécu. Et le vécu, c'est le quatrième élément, c'est le rapport qu'on a avec la réalité, avec le temps, avec l'argent, avec l'autre, avec les contraintes, avec les parents. Tout ça, c'est les différentes couches de la personne. Maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le moi, donc, il est au niveau du psychique, au niveau du nefesh. Quand la neshama, elle va envoyer une impulsion, que dans la Kabbalah, on appelle un nitzutz, une étincelle, mais en vérité, c'est une énergie qui sort de la neshama, et quand elle sort de la neshama, elle arrive au niveau du nefesh, au niveau du psychique, d'accord? Et là, dans le nefesh, il y a le jeu. C'est bon? Maintenant, il dit le Rav Wolbe, cette énergie, quand elle arrive au niveau du nefesh, elle devient la volonté. Avant ça, on va l'appeler énergie pure. D'accord? Mais dès qu'elle arrive au nefesh, elle s'appelle volonté. Et cette volonté, elle est prise en charge par le jeu. Et le jeu, il va avoir la capacité d'orienter cette énergie, d'accord? Et de mettre une connotation à l'intérieur de cette énergie. Maintenant, de la même manière que moi, j'ai branché le câble ici pour alimenter les téléphones. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas créé cette énergie. Elle existe. Mais seulement, je l'ai orientée vers le téléphone. Vous branchez la prise sur le frigo, ça fait du froid. Vous branchez sur le four, ça fait du chaud. D'accord? Eh bien, l'énergie qui vient de l'âme, et l'âme, à ce moment-là, elle correspond un peu à un compresseur qui fabrique de l'énergie. Donc, cette âme, ensuite, elle est récupérée, cette énergie qui vient de l'âme, elle est récupérée par le jeu. Et le jeu, lui, il va l'orienter. D'accord? Vous pouvez mettre vers le bien, vers le mal, vers le vrai, vers le faux, vers la dépression, vers la simra, vers le travail, vers la flemme. C'est vous qui allez orienter cette énergie. En français, ça s'appelle « je veux ». D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeu, il est humain, mais le vœu, c'est-à-dire la nature profonde de cette énergie, qui devient la volonté, est divine. Ça va, vous êtes toujours là? D'accord. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec une énergie divine, mais qui est gérée par un jeu qui est humain. Alors comme cette énergie, elle est divine, elle est infinie, c'est pour ça qu'on peut tout le temps repousser les limites de la volonté humaine. Par contre, le jeu, lui, il est fini. Parce qu'il a été créé, tout ce qui a été créé a un début, tout ce qui a un début a une fin. Maintenant, le jeu, il agit donc comme un orient. Si par exemple, par de l'eau, une rivière qui sort d'une source,
et le jeu par une personne qui a une bouteille de colorant. Donc moi, j'ai la possibilité de mettre du colorant dans la rivière. D'accord? Maintenant, quand elle part, à partir de là, elle est rouge. Maintenant, je sais que ce colorant, c'est 0,001 de la composition de l'eau. D'accord? Ça veut dire que l'énergie qui sort de la Neshama, elle reste toujours avec son caractère divin, mais elle n'a pas d'orientation, elle n'a pas de connotation. L'orientation, c'est moi, c'est le libre arbitre. La connotation, ce que je mets à l'intérieur, s'appelle la personnalité. Ça va toujours. Voilà. Maintenant, c'est très très important de comprendre ça, parce que ça va vous faire gagner à peu près 10 ans d'études de Yeshiva et à peu près 23 ans d'études de psychologie. Ouais. C'est que cette énergie, encore une fois, par définition, elle est infinie. Et c'est elle qui va être le véhicule, en fin de compte, de mon moi. Parce qu'au niveau du psychique, il y a le moi. D'accord? Donc c'est comme si le moi, il va fabriquer un diapo, et que le diapo, il va être projeté par la lumière. Maintenant, dans les Sfarim, on dit toujours « Orot Zeretzonot », qu'en vérité, la représentativité de la volonté, c'est la lumière. Ça veut dire que si je prends un espèce de projecteur, donc il y a de l'électronique, il y a des lentilles concaves et convexes, si on reste poli, et puis je mets un diapo. Le diapo, c'est le projet. Maintenant, l'ampoule, c'est la neshama. La lumière qui sort de l'ampoule, c'est la volonté. La volonté, elle passe à travers le diapo et elle projette sur l'écran. Maintenant, l'écran, c'est la vie. Maintenant, ce que vous allez trouver dans la vie ne peut pas être autre chose que la projection du projet qui est véhiculée par la lumière qui représente la volonté. Ça va? Bon, les Chachamim, ils se sont pas pris la tête. Ils ont dit, Bederech, chez Adam, Rotse, la lechet ba, molichinoto. Le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. C'est qu'en vérité, la volonté, c'est le véhicule de tout ce que je fais, de tout ce que je dis, de tout ce que je pense. Parce qu'encore une fois, cette énergie, elle vient de l'âme. Et moi, j'ai la possibilité de l'orienter. D'accord? Maintenant, cette volonté, encore une fois, je la mets dans le frigo, ça fait du froid. Je la mets dans la chaîne IFI, ça fait de la musique. Et bien, cette volonté, si je la mets dans la voix, elle devient la conviction. Ça va? Si je la mets dans mes pensées, elle devient la concentration. Si je le mets dans les hautes sphères de mon psychique, elle devient la méditation. Si je le mets au niveau très profond du moi, elle devient l'intuition prophétique. Ouais. Si je le mets dans mes actes, elle devient la détermination. C'est-à-dire que le moteur de toutes mes activités, c'est le courant électrique qui sort de la neshama. De la même manière, notre société, elle est basée sur l'électricité. Donc, si tu arrêtes l'électricité, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus d'assistance respiratoire, il n'y a plus de chaises électriques. Bon, ça peut être apprécié, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. Maintenant, nous, encore une fois, on est les maîtres, les gestionnaires de cette énergie. Mais en vérité, cette énergie, elle reste divine d'un bout à l'autre. Mais étant donné qu'elle est parvée, parce qu'elle est ni halavi ni basari, puisqu'elle est... Hachem, il nous a donné le libre arbitre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a donné la vie, il nous a donné cette énergie, et moi, je peux orienter cette énergie, ou je peux mettre une connotation dans cette énergie. Ça va toujours? Donc, en résumé, si vous voulez résumer, ouais, toute la philosophie, en fin de compte, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est une connotation personnelle et une orientation personnelle qui est placée dans une énergie divine qui le traverse. Bon, je vous laisse les 8 prochaines années pour réfléchir. Maintenant, si vous allez dire, bon, c'est très joli, c'est très intéressant, la correspondance et tout, alors vous savez depuis Albert que E égale MC2. Albert, qui était une intelligence relative, bon, mais quand même, ouais. Et E, c'est l'énergie, et l'énergie, c'est le constituant majoritaire de toute la réalité. C'est-à-dire que tout est énergie. Même si vous n'êtes pas religieux, vous savez que la distance entre le noyau et l'électron, il est comme proportionnellement, c'est la distance entre un ballon que tu mets place de la Concorde et un deuxième que tu mets à Lyon. Donc il y a plus de vide dans la matière que de plein. Ça va? Et tout ça, c'est constitué d'énergie et c'est aussi relié par l'énergie. Parce qu'il y a une énergie de base et après il y a une deuxième énergie qui s'appelle l'énergie structurante, c'est la structure énergétique de la matière, que les Chachamim appellent la Tsura, par rapport à l'énergie de base qu'on appelle le Chomer.
Donc en vérité, tout est énergie. C'est bon? Alors c'est intéressant que toute cette énergie, elle est la projection de la volonté d'Hachem. Maintenant, c'est intéressant aussi que quand Hachem il envoie son énergie, sa volonté pour que le monde soit, avant qu'Hachem envoie sa volonté structurante, le monde il est Tohu Bohu. C'est le deuxième pasuk de la Torah. Alors quand vous allez demander à un linguiste c'est quoi Tohu Bohu, il va dire que Tohu Bohu, ça c'est un mot d'origine biblique, mais en fait ils ne savent pas ce que c'est. Ouais. En fait c'est que quand Hachem, à partir de rien, c'est-à-dire qu'avant la création du monde, il n'y avait que Hachem et la lumière. Et que la lumière, elle représente sa volonté. Donc Hachem, à partir de sa volonté, il a transformé sa volonté et à partir de là, il a créé la matière de base. Il appelle ça le Ramban Yesod Dak Meod chez Enbo Mamash. Une base extrêmement fine qui n'a pas de réalité physique. Ce que les Grecs, qui étaient d'accord avec ça, appelaient le Hayuli, qui n'est pas une source à l'ail. D'accord ? Alors en fait, c'est la masse d'atomes. C'est qu'Hachem, à partir de rien, il a créé la masse d'atomes. Après ça, il n'a plus rien créé. Ça va? Maintenant, cette masse d'atomes, quand elle n'est pas organisée, ça s'appelle le chaos moléculaire, il s'appelle Tohu Bohu. Maintenant, pourquoi il s'appelle Tohu Bohu? Parce que Tohu, ça veut dire, il dit Rashi, quelque chose d'étonnant, quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. En vérité, c'est normal, parce que la masse d'atomes, quand elle est en fusion, elle n'a aucune forme. Parce que ce livre, vous le voyez ou non? Si vous ne le voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord? Vous le voyez? Pourquoi vous le voyez? Parce que les atomes, ils sont organisés. Maintenant, s'ils étaient éparpillés dans la salle, vous ne pourriez pas le voir. C'est-à-dire que la lumière, elle se reflète sur la matière organisée. Mais quand la matière n'est pas organisée, elle ne peut pas capter la lumière. Si elle ne peut pas capter la lumière, vous ne pouvez pas capter l'objet, parce que ce que vous percevez, ce n'est pas l'objet, c'est la lumière qui se reflète sur l'objet, qui va au fond de votre œil, que votre cerveau interprète comme un livre. Parce qu'il n'y a que des paquets de lumière. Vous êtes d'accord? Oui, non. Après, il y a des paquets de lumière qui forment la forme, qui forment le volume, qui forment la couleur. Tout ça, c'est des longueurs d'onde de lumière. Donc, en fait, il n'y a que de la lumière. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand Hachem, il applique sa volonté, il donne la forme à la matière. Ça s'appelle la structure énergétique de la matière. Ça va? C'est ce qu'on essaye d'explorer avec les accélérateurs de particules. Donc, on a pris un grand tuyau qui fait 300 km et on essaye d'arrêter une particule. Et si on arrive à la fractionner, alors on va prendre l'énergie qu'elle contient et il y a de quoi éclairer une ville de 100 000 habitants pendant 100 ans. Ça va? Maintenant, dans ce téléphone, il y a 33 billions de milliards de particules. Donc, tu imagines la masse d'énergie qu'il y a dans un objet. Je ne dis pas les chutes du Niagara, d'accord? L'océan Atlantique. C'est-à-dire que c'est incalculable, la masse d'énergie, d'accord? Mais cette idée-là, que toute la matière, en vérité, elle est faite d'énergie, et que cette énergie, elle est la projection qui a créé la masse d'atomes. Cette masse d'atomes n'est pas organisée. Maintenant, l'atome non organisé s'appelle Tohu, parce que Rachid Tohu, il dit que c'est quelque chose d'étonnant, parce que tu n'arrives pas à donner de forme, tu n'arrives pas à donner de nom, parce que ça change tout le temps. Et après, Hachem, il applique sa volonté dessus, et là, ça s'appelle Bohu. Bohu, ça veut dire beau où dedans il est. Ça va? Donc, si vous voyez une matière structurée, vous dites Bohu, il est dedans. Maintenant, si Hachem, il enlève sa volonté, comme elle dit la Gemara, si Hachem enlève sa volonté que le monde soit, automatiquement, le monde revient au Tohu Bohu, la Gemara déjà. Et le Tohu Bohu, vous avez compris, c'est le chaos moléculaire. C'est bon? D'accord. Maintenant, cette capacité de structurer la matière pour lui donner une forme, elle vient de la projection de la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, quand elle est projetée, elle est exactement de la même nature que l'énergie qui est produite par la Neshama. Vous êtes toujours là? Et Hachem, il a créé l'homme à son image. Donc, en fait, la Neshama, c'est un récepteur. Hachem, c'est l'émetteur. C'est normal, émettre. D'accord? Donc, Hachem, il projette sa volonté. La majorité, elle va créer la réalité. Donc, elle va donner la structure énergétique de la matière qui donne la forme à la matière, ce qu'on appelle la réalité. Mais cette énergie, elle va être aussi captée par la Neshama. Puisque la Neshama, elle est divine. D'accord? Donc, c'est comme si Hachem, c'est le satellite et ta Neshama, c'est le téléphone. Donc, tu captes le signal. Maintenant, ce signal, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer au psychique, il va passer au jeu. Maintenant, moi, tout l'historique que je vous ai donné avant, c'était le cheminement à partir de la Neshama. Mais il faut savoir qu'avant la Neshama, ce signal, il vient de quelque part. Baruch Hashem Mimekomo, ouais,
que Hachem, il est béni de là où il est, c'est-à-dire de l'endroit où il envoie cette impulsion. Vous êtes toujours là? Maintenant, cette impulsion, quand elle passe, ensuite, on a compris, elle passe par la Neshama, elle arrive dans le Nefesh, dans le psychique, dans le moi, elle est prise en charge par le jeu, il va vouloir, donc il va dire je veux, donc il va s'approprier cette énergie qui est beaucoup plus énorme que lui, d'accord? Et cette énergie, il va l'envoyer dans son corps, et là, ça va être la motivation. Cette énergie, il va l'envoyer dans son acte, et là, ça va s'appeler la détermination. Et tout ce qu'il va produire, tout ce qu'il va penser, et tout ce qu'il va faire, ça sera entièrement véhiculé par cette énergie qui s'appelle la vie. Vous êtes toujours là? D'accord. Ça veut dire que quand on est en fait, que Hachem, il a créé l'homme à son image, parce que qu'est-ce que c'est Hachem? Il y a Hachem, un grand-père, le Père Noël. Non, Hachem, écoutez bien cette définition, ça vous fera quelques années d'études, c'est une énorme volonté infinie que le monde soit pour le bien. Il y a tout dedans. Moi, je ne parle jamais pour rien, j'ai arrêté à 9 ans et demi. Donc chaque mot, c'est une définition, qui a déjà été réfléchie une dizaine d'années. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Je pourrais comprendre à la limite, ouais. Mais ça prendra du temps pour le contredire. À 17 ans, j'ai dicté des dissertes de philo au téléphone à des élèves d'Hippocane. Je n'étais pas vraiment débile. Donc imagine, à 64 ans, après 50 ans de réflexion, c'est pas pour frimer, c'est juste pour vous dire que la compétence, ça se développe. Par contre, incompétent, si vous êtes deux, ça devient irrespirable. Pas de réaction. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous êtes là. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. Voilà, ils bougent la tête comme ça pour me faire plaisir, un peu comme le chien en plastique à l'arrière de la R12. Ouais. Mais là, pour moi, vous êtes des jeunes. En plus, vous êtes des étudiants. Donc, votre cerveau, il carbure à 10 000, je pense. 10 000 tours. Ouais. Et là, si vous voulez, on peut vivre quelque chose de sérieux ensemble. Sinon, je vous fais un petit cours. Moi, je suis Rabbeinu, on a sorti d'Égypte. Et je m'en vais. Vous allez dire, il n'était pas très marrant ce soir. Non, la vie, c'est une aventure. La vie, c'est une aventure. Alors, moi, je suis présent. Vous êtes présent, vous? Vraiment? Vous aussi? Vous aussi, vous êtes présent? Vous savez, présent, en hébreu, c'est OV. Vous parlez un peu l'hébreu, non? Bon. Alors, si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. C'est un conseil de Marine, d'accord? Donc, présent, en hébreu, c'est OV. Et OV, c'est le verbe être. C'est la racine du verbe être. Parce que être, en hébreu, c'est liyot. D'accord? La racine, c'est OV. E, vav, e. Mais OV, c'est aussi le présent. Parce qu'il y a le présent, le passé et le futur. D'accord? Le atid, c'est le futur. Le présent, c'est le OV. Et le passé, c'est le avar. D'accord? Donc, c'est très intéressant. Si un jour vous avez quelques années pour réfléchir à la notion du temps, c'est qu'en vérité, au fond, il n'y a que du présent. Il y a une illusion d'optique qui est créée par le corps qui fait qu'on oublie le passé. Mais en vérité, c'est du présent. Et on ne connaît pas le futur. Mais en vérité, c'est du présent. Ça veut dire que, à un moment, votre passé, c'était du présent. Alors, pourquoi le présent qui est passé, on l'appelle passé? Parce qu'il est passé. Facile. Maintenant, le présent à venir, on l'appelle à venir parce qu'il est à venir. C'est ça qu'on appelle le futur, c'est le présent à venir. Donc, en vérité, le passé, il est présent. Le futur, il est présent. Maintenant, si quelqu'un a vécu quelque chose dans le passé, à l'époque où son passé était présent, mais ça fait 10 ans. Grâce à Dieu, il a fait 8 ans de thérapie, ça va beaucoup mieux et tout. Mais il retrouve le bourreau, la personne qui l'a fait souffrir dans l'ascenseur, et d'un seul coup, toutes les sensations, toute l'arma, toute l'angoisse, tout remonte. Donc ça veut dire que c'est encore présent. Ouais, pourtant c'est du passé. Vous êtes toujours là? Maintenant, si le présent qui est passé, il est encore présent, qui dit que le futur, il n'est pas déjà présent? Évidemment, vous allez dire, ça n'a pas de sens. Parce que le présent, c'est le continuum du passé. D'accord? Donc c'est normal que le présent qui a existé, il peut continuer à exister à travers le présent de maintenant, même si lui, il est passé. Mais le futur, il n'est pas encore présent, puisqu'il n'existe pas. Donc il peut pas être le continuum du présent de maintenant. Donc il ne peut pas être déjà présent.
Ça va? Vous êtes fatigué? Ah, vous auriez préféré on peut se mettre d'accord, dormir tous, et après, puis vous direz tous que c'était une super conférence. D'accord? Non, Botaï, on a très peu de temps pour devenir intelligent, et la vie passe très vite. Et le pire, c'est d'arriver à un certain âge où tu vas dire si j'avais su. Maintenant, mon travail à moi, c'est pas de faire des conférences. Mon travail, c'est de faire des accélérateurs de maturité. C'est-à-dire que je dois vous faire gagner 10 ans de maturité en 1 heure. Si vous êtes présent, ça va se faire. Il ne faut pas avoir peur. Je l'ai fait des milliers de fois, ça marche très bien. Si vous n'êtes pas présent, parce que vous êtes présent physiquement, mais vous n'êtes pas présent mentalement, parce que vous dites, ah là là, où j'ai garé la voiture, ouais. Vous n'êtes pas présent intellectuellement, parce que j'aime pas son style, ça me saoule, elle est religieux, bon. Vous n'êtes pas présent émotionnellement, parce que quand vous êtes troublé par Kevin qui vous rappelle pas depuis Nathalia, vous avez la tête ailleurs, comme disait Louis XVI. D'accord? Donc vous n'êtes pas présent. Il y a des gens, ils se marient, ils ne sont pas présents à leur mariage. Parce qu'elle était tellement contrariée que c'est sa belle-mère qui a imposé la robe, que toute la choupa, elle a fait la gueule, et toute la soirée, elle a fait la gueule. Donc en fait, elle ne s'est pas mariée. Vous suivez ou non? Il y a des gens qui ne sont pas présents parce qu'ils ont des peurs, ils ont des angoisses, ils ont des nerfs, ils ont de la flemme, il y a une espèce de coma comme ça. À l'intérieur. Ça s'appelle le QI des oiseaux. Le QI. Ouais. Non. Le Rav Israël Salanter, il dit, il est interdit d'être bête. Bon, il y a certaines religions, c'est une mitzvah, mais chez nous, c'est assourd. Ouais. Et bête, c'est quoi? Bête, c'est une activité cognitive qui est lente, ce qu'on appelle la pratique du cerveau lent. Et à part ça, que tu n'es pas capable de maîtriser la proportion d'intérêt qui détourne ta réflexion. Donc tu peux être bête en étant bête, et tu peux être bête en étant très intelligent, mais étant donné que ta réflexion est détournée par tes intérêts, du coup, tu deviens idiot de manière volontaire ou tacite par le fait que ta réflexion est déformée par tes intérêts. Par exemple, quelqu'un, il écoute un très beau cours, ouais, il est convaincu, mais en un seul mot. Il a tellement peur d'être obligé d'arrêter d'aller au tennis Shabbat qu'il va dire que c'est faux. Une fois, j'ai fait un cours comme ça, il y avait un monsieur, assez âgé, qui était agrégé de philo, qui était gestionnaire de 92 hôtels, donc il avait quand même une bonne tête. Et il m'a écouté et tout. Puis à la fin, il est venu me voir, il me dit, je suis embêté. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que je ne suis pas d'accord avec vous, mais je sais que vous avez raison. En réalité, c'est limite schizophrénie, là. T'as compris ou non? Je ne suis pas d'accord avec vous, ok, c'est normal, mais je sais que vous avez raison. Ok, comment on va faire? Ouais, c'est comme le gars qui adore sa femme et qui considère que l'adultère est une manière de varier le menu. Peut-être tu l'aimes pas. C'est le mec qui pense que l'honnêteté, c'est une valeur importante même dans la Torah, mais qu'à partir de 100 000 euros, c'est une mise-va de voler. C'est bizarre, toi. Ouais, ou que l'amour n'a pas d'âge. Bah, si vraiment il y a un vrai sentiment, il y a une vraie communion, 9 ans, c'est bien. Mais t'es un pédophile, toi. Hop, moi, tout de suite, les gros mots. Non, il y a des gens comme ça qui vivent, en fait, qui sont cohérents avec leurs incohérences. Pourquoi, justement? Parce que ce travail n'a pas été fait. C'est pour ça que j'essaie de... Je sais que vous n'avez pas besoin, grâce à Dieu, vous êtes loin devant. Mais au pire, ça vous améliore. Au pire. Au mieux, je n'ose même pas imaginer. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'il y a le présent, en vérité, au passé, il est déjà passé. Mais il est encore présent. Donc la question, elle est, est-ce que le présent à venir, il est déjà présent? Alors, je raconte toujours cette anecdote parce qu'elle est sympathique. J'étais en classe de... Donc, qu'est-ce qu'il y a juste avant la phase terminale? À la première. C'est pas grave, tu meurs de rire. Bon, donc... et le prof me dit, Ben Chetrit, le passage en terminale est compromis. Bon, j'ai dit, qui vous l'a promis? Bon, il n'a jamais voulu me dire. Et il m'a dit, oui, parce que tu fous rien. C'est vrai que je foutais rien, la vérité. C'est pas que je foutais rien. C'est-à-dire que je faisais pas ce que l'école attendait.
Par exemple, en français, moi, je voulais pas faire du bachotage et écrire le commentaire et le répéter par cœur au bac. Moi, je voulais être prof de français en fin de première. Ce qui est complètement débile. Ouais. Donc, je lisais 2000 pages par mois. J'ai appris pratiquement par cœur le dictionnaire des synonymes. Et surtout, j'ai capté tous les filtres que le prof utilisait pour analyser un texte qu'il n'avait jamais lu. Et quand j'ai capté les filtres, moi aussi, je me suis entraîné à faire des commentaires de texte sans les lire. Donc, il y avait le bac blanc, je disais, qu'est-ce qui t'a donné comme texte? Donne-moi le texte. Et moi, je lisais, je lui faisais le commentaire, ouais, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Le mec, il avait 17. Mais moi, je ne l'ai jamais lu. C'est pas pour moi, encore une fois, pour dire, c'est une compétence, tu travailles. Tu travailles le bois, tu es ébéniste, tu dis pas, pour qui il se prend? C'est un ébéniste. Ouais. Donc, toute la vie, c'est comme ça. Alors le prof, il me dit, vous foutez rien. C'est vrai que je foutais rien. C'est vrai. Par exemple, tous les devoirs à la maison, les dissertes, je les faisais dans le train. Donc, j'avais 5 en moyenne. Mais par contre, ceux qui étaient faits sur table, je me concentrais. Donc, il me dit, écoute, je te mets 18 pour pas angoisser la classe, mais je comprends pas, t'es nul. Normalement, les gens, ils ont des très bonnes copies à la maison, parce qu'il y a le grand frère, qui est en fac littéraire, qui les a aidés, Minach Shamaïm. Par contre, en classe, là, ils ont une panne, ils ont un malaise, ils ont une micro-dépression qui fait que, c'est pas ça. Donc, c'est nul. Mais moi, je faisais l'inverse. J'étais très, très bon sur les devoirs sur table et nul sur les devoirs à la maison. Juste pour déstabiliser le prof, en réalité. C'était juste un petit jeu comme ça. Donc, il me dit, Ben Chetrit, le passage en terminale est compromis, et il m'a dit, tu devrais t'angoisser pour l'année prochaine. Je dis, c'est impossible. Il me dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que, voyez-moi, cette année, je suis en première. Mon petit frère, il est en troisième. Donc, quand mon petit frère, il me dit, ouais, on a une réaction à faire sur les vacances, il s'angoisse parce qu'il est en troisième. Mais moi, comme je suis en première, j'ai du recul par rapport à la troisième. Donc, je trouve ça nul. Donc, tu veux ou non? S'il va me dire, ouais, on a eu un problème, il y a un robinet qui coule, il y a un train qui passe, quand est-ce qu'ils vont se croiser? Moi, je rigole, parce que nous, on fait des fonctions du 3e degré. Donc, le recul que j'ai par rapport à ce qui s'est passé fait que je ne peux pas m'angoisser pour ce qui vit. Vous êtes là? D'accord. J'ai dit, maintenant, moi, je suis déjà l'année prochaine. Donc, cette année, c'est l'année dernière. Maintenant, il me dit, tu devrais t'angoisser pour l'année prochaine. Mais je peux pas, puisque étant donné que l'année prochaine, je la vis cette année, donc pour moi, c'est l'année dernière. Donc, je peux pas m'angoisser pour l'année prochaine, puisque je suis déjà l'année prochaine, et je suis là, je suis dans la sérénité de l'année dernière. Alors, il m'a dit, mais vous n'êtes pas l'année dernière. Alors, c'est bien, parce que moi, j'avais 17 ans, lui était prof de philo, donc imagine. Il m'a dit, non, les profs, ils supportent pas quand les élèves sont plus intelligents qu'eux, ça les trouble. Donc, il m'a dit, mais on n'est pas l'année prochaine. Alors, je vous dis un secret. Quand c'est vous qui posez la question, vous êtes déjà maître de la moitié de la réponse de celui qui répond. Donc moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, qu'est-ce qui me sépare de l'année prochaine? C'est fini, il est mort. Il est amorcé, là. Et comme il est prof de philo, je savais ce qu'il allait répondre. Il m'a dit, c'est le temps qui vous sépare de l'année prochaine. Bon, s'il avait été gynéco, il aurait répondu autre chose. D'accord? Je lui dis, si j'étais une pomme qui avait besoin de 4 mois de maturation pour être mûre, j'aurais dit que c'est le temps qui me sépare du statut de pomme mûre. Ça va? Si j'étais une tarte qui a besoin de 40 minutes de cuisson, j'aurais compris que c'est le temps qui me sépare de l'état de tarte cuite. Mais comme je suis ni une pomme, ni une tarte, je suis une personne. Ce qui me sépare de l'année prochaine, c'est pas le temps, c'est la maturité. Et si cette année, j'ai la maturité de l'année prochaine, donc je suis l'année dernière. Donc je vais pas m'angoisser cette année d'un truc que je vais trouver nul l'année dernière, parce que je le trouve déjà nul cette année. En vérité, j'ai senti son cerveau qui buguait. Il y a un truc à... Voilà. Parce que des fois, dans le contexte, quand ils n'arrivent pas à assumer le texte, il leur reste le... Bon. L'idée, c'est que quelqu'un qui a eu 12 ans au ghetto de Varsovie, que sa mère, elle est partie en déportation en lui disant « je te confie ma fille », ouais, et que le mec, il a été obligé d'assumer sa fille, sa sœur, de trouver à manger pour sa sœur, de sortir tous les jours du ghetto pour aller chercher du pain, de revenir alors qu'il y avait les milices qui les cherchaient, les Allemands qui faisaient des rafles. Celui-là, il n'avait pas 12 ans. La vie, elle lui a fait un accélérateur de maturité, donc il avait 35 ans. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc, il était déjà 20 ans après. D'accord?
Maintenant, le mec de 35 ans, ingénieur, qui joue avec la PlayStation de sa fille de 8 ans aux toilettes, il a quel âge? Il a 8 ans. Vous suivez ou non? Donc ça veut dire qu'en vérité, le présent, c'est la maturité. Maintenant, l'immaturité, elle fait que le passé, il reste toujours présent. Et la maturité, elle fait que le futur, il est déjà présent. Ça va? Donc en vérité, c'est toi qui décide de ton âge mental. Combien de fois des femmes, des messieurs, ils m'appellent, Rabat Chetri, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'il a fait. Je dis, écoutez madame, mais quel âge est là votre femme? Elle me dit, bah elle a 35 ans. Je fais, non mais quel âge est là votre femme? Elle a 35 ans. Non mais quel âge est là votre femme? Je vous rappelle que quand le rabbin vous fait répéter, c'est pas qu'il n'a pas compris, c'est que c'est vous qui comprenez pas pourquoi il vous fait répéter. Un peu comme dans la vie, quand les épreuves elles reviennent, c'est pas que Dieu il bégaye, c'est que tu redoubles. Mais je tombe toujours que sur des fous. Je rencontre que des malades. T'as un petit côté infirmière quand même, hein. T'aimes bien materner, tout ça. Ouais, mais ils sont immatures, mais tu les attires. Il y a marqué Mère Teresa, donc automatiquement, qui c'est qui va venir? La logique, c'est ça. La logique, c'est que ce qui se ressemble s'assemble, et on attire, en fin de compte, soit ce qui nous ressemble, soit ce qui nous complète. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire les courses quand t'as faim. Vous suivez ou non? Ça veut dire qu'il ne faut jamais chercher à te marier quand tu veux te marier. Parce que tu as faim. Tu vas avaler n'importe quoi. Et lui, quand il voit que tu as faim, lui aussi, il a faim. Donc, c'est plus la Torah, là, c'est le livre de la jungle. Donc, l'idée, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, le présent, il n'y a pas le passé et le futur. C'est un présent continu. D'accord? Maintenant, on a dit que le mot ové, il veut dire présent. Vous vous rappelez? Mais on a dit que le mot ové, c'est aussi la racine du verbe être. Vous êtes toujours là? Maintenant, être, c'est quoi? C'est une dynamique qui permet de projeter mon flux existentiel dans la réalité. Par exemple, là, maintenant, là, je suis. D'accord? Vous aussi, vous suivez. Non, vous êtes. D'accord? Maintenant, ça, c'est le verbe être. D'accord? Mais le présent, c'est quoi? C'est une espèce de champ magnétique qu'on appelle la grille temporelle dans laquelle s'inscrit ma réalité. Je vis au présent. Oui, non, oui, non. Alors, pourquoi le mot présent, le mot ové, il veut dire le présent, qui a priori est en dehors de moi, et le fait d'être, qui a priori vient de moi. Vous êtes toujours là? Il y a un très très grand chacham qui s'appelait le Rogatchover. Très 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 fort. Il a dit, le présent, c'est d'être. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes, ouais, vous fabriquez le présent dans lequel s'inscrit votre tentative d'exister. C'est pas qu'il y a une réalité et moi je viens dedans. Non, c'est moi qui fabrique le présent en temps réel. Encore une fois, je sais qu'il y a des sceptiques, c'est pour ça qu'on prend des antiseptiques, mais il faut bien étudier la Torah, il faut aller très très loin et n'ayez pas peur. Ouais, au pire, vraiment, vous allez devenir intelligent, mais moi, j'ai pas fait d'études, j'ai passé que le bac. Non, je rencontre des physiciens, des spécialistes en physique quantique, des psychanalystes, des psychologues, des spécialistes de Chagall. Les mecs qui me disent, mais quel âge avez-vous? J'ai dit 3500 ans. Vous les faites pas. Ouais. Parce qu'on a accès à un puits de connaissances, mais dont vous n'avez même pas idée. Une fois, il y avait un colloque comme ça que des professions médicales, et ils m'ont demandé de faire une conférence. Donc, il y avait le président de l'association des médecins du Sud-Ouest, il y avait le président de la communauté, qui est le père des couples, ouais, et il y avait c'était à Toulouse. Et il y avait moi. Donc le mec, il m'a dit, vous allez parler. Bon, j'ai parlé. Bon, c'était la part de l'instinct dans l'établissement du diagnostic, dans la relation entre le patient et le thérapeute. Un peu spécialisé quand même. Ouais. Donc moi, j'ai parlé pendant 1h15, mais avec mes références à moi. D'accord? Le Rambam, le Ramban, le Rav Dessler, le Rajba, que des choses de Torah, parce que j'ai eu la chance d'étudier que ça. Donc j'ai fini de parler. Après qu'on a fini, ils ont dit aux médecins, maintenant, c'était un colloque, donc chacun doit parler chacun son tour. Ouais. Bon.
Il leur dit maintenant le docteur va donner son avis médical. Oui. C'est très intéressant pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Ouais. Alors le médecin, il a dit, écoutez, au niveau médical, je n'ai rien à ajouter, mais j'ai une seule question. Combien d'années de médecine avez-vous fait? Vous me suivez ou non? Alors moi, je ne peux pas lui dire que Rav Dessler, il a vulgarisé la pensée de Rambam et que le Rambam, il était bien médecin bien avant que la médecine existe. D'accord? C'est très, très, très puissant, la connaissance des Chachamim. Parce que la différence entre les scientifiques et les Chachamim, c'est que le scientifique, il observe un phénomène et il essaye de tirer un principe avec un taux d'erreur de quand même de 1800%, parce que ça leur a pris 2000 ans quand même. Ouais. Alors que le Chacham, lui, il regarde dans la Torah. Et comme Dieu, il a créé le monde avec la Torah, donc là, il est dans le code source. Donc le taux d'erreur, il est beaucoup moindre. Ça s'appelle Sod Hashem Leireav, le secret de Dieu à ceux qui le craignent. Encore une fois, il n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, je peux comprendre. Tu es à joint les pains, en train de fumer un joint, ou en manger du pain, un des deux, quoi, parce que c'est le choix. Et puis l'autre, il vient, il te raconte ça, tu lui dis, attends, tout ça, attends, je suis en deuxième année de médecine, attends, j'ai un cerveau, j'ai fait maths sup, maths p, ok. Mais les chemins de l'intelligence sont pluriels. Et je vous dis que si quelqu'un il est sérieux à la yeshiva, ce qu'il va faire en 8 ans, c'est à peu près 9 doctorats. Mais tu n'es pas obligé de le croire. Vous me suivez ou... Une fois, j'ai parlé avec le plus grand ophtalmo d'Europe, j'ai parlé pendant 1 heure avec lui, sur un Rashi, pour expliquer la notion de la vision. Qu'est-ce que c'est la vision? Est-ce que la vision, c'est une caméra qui renvoie des informations au cerveau, ou la vision, c'est déjà un continuum du cerveau qui interprète les paquets de lumière sous la forme d'images qui sont gérées par le cerveau? 1 heure. Il m'a dit, vous pouvez venir à la fac faire un cours. Je fais, c'est pas la peine, c'est écrit dans Rashi. Il y a des gens qui disent, non mais je suis pas d'accord avec Rashi. J'ai pas dit Rachid. Il faut que tu aies un petit peu de respect pour les cerveaux. Quand tu sens la puissance, fais cette mitzvah accessible. FTG. Ferme ta gueule. Ouais. Tais-toi, mais tais-toi. Moi, je te dis que je dictais des dissertes de philo. Pendant 4 ans, j'ai pas ouvert la bouche à l'Yeshiva. J'ai fermé ma bouche. J'ai pas dit un mot de philo. 4 ans. Parce que j'avais peur. J'avais peur de polluer la Torah avec ma pensée. Parce que ma pensée, je l'avais déjà. En quoi je vais montrer au mec que j'ai un cerveau? Quel intérêt de frimer? De toute façon, on va tous mourir. Ouais. Non, moi, je voulais apprendre la Chormat Torah. Et pour ça, il faut se taire. Ça s'appelle En Torah Niknit et la Bemish et Memit Atzmo Alea. La Torah ne s'acquiert que c'est celui qui meurt pour elle. Quoi, faut mourir? C'est quoi? C'est l'école du djihad ici ou quoi? Non, Memit Atzmo, c'est Atzmuto, ton moi. Le moi, le moy en tahitien, le wam. Ouais, c'est le plus grand écran que tu peux avoir dans ta vie. Ben oui, parce que d'un côté, tu veux devenir quelqu'un de grand, mais à chaque fois que tu commences une phrase en disant moi, tu bloques l'évolution. Parce que tu dis moi je veux pas, moi je suis pas d'accord, moi je suis pas capable, pour moi c'est trop difficile. En fin de compte, c'est toi qui bloques. Donc si tu enlèves l'écran, vu que l'intérieur est infini, tu peux fabriquer de l'infini. Par contre, si tu fais passer par le filtre du moi, tu seras toujours petit. Et rappelez-vous que la seule manière d'être grand, c'est d'éviter d'être petit. Non, ça a l'air débile comme ça, mais tu sens quand t'es petit. T'es petit, là. Là, tu fais de la polémique, tu fais des nerfs, tu fais de l'orgueil, tu fais de l'entêtement, tu fais de la psychorigidité. T'es petit. Alors, t'arrives à sublimer, t'arrives à te dépasser, t'arrives à t'oublier et à dire, OK, je reconnais la puissance, je reconnais la vérité, je reconnais le émet. Et là, tu deviens grand. Non, je répète souvent ça, mais les gens, ils croient que c'est des blagues. Moi, j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole jamais. C'est vous qui rigolez. Tous les ans, on fait l'élection de Miss Univers. Vous êtes au courant. Et de Miss Monde. Oui. Mais le jour où on fera les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. La mesquinerie, c'est quand même le sport le plus développé. On a réussi à faire des présidents de la République mesquines. Avant, les mecs, c'était des agrégés de mathématiques ou des cerveaux de l'ENA ou des professeurs d'économie. Après, ils ont pris un petit avocat. Après, ils ont pris un fromage de Hollande. Après, ils ont pris un gamin en pleine crise qui a épousé sa grand-mère.
Et voilà, maintenant, on ne sait plus qui on est. Ni droite, ni gauche. Ni homme, ni femme. Enfin, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est que je suis jaloux de vous parce que vous êtes jeune, que vous avez la vie devant vous, que vous avez des cerveaux tout frais, que votre cœur est pur, qu'il n'est pas encore pollué par toutes les crasses de la rue, que je pense que vous ne prenez pas des vitamines illégales, que vous arrivez à vous fixer une ligne sans l'aspirer sous prétexte qu'elle est blanche. Donc vous avez tout est devant vous. L'avenir, il est là. Allez-y. Ou alors vous allez dire non, j'arrive pas parce que mon père m'a pas allaité. Puis le prof, il m'aime pas, j'étais dans des écoles antisémites. Mais t'étais à Yavne. Oui, mais ça n'a rien à voir. Et puis je suis grosse. T'es grosse, 21 kilos, t'es grosse. Donc je suis anorexique, mais j'ai un sentiment de... Et puis les gens me regardent, et puis moi je supporte pas le manque de respect. C'est quoi le manque de respect? C'est quand quelqu'un me contrarie. Ah bah, t'auras du mal à vivre, toi. Ouais, peut-être t'as choisi de mourir. Peut-être c'est pas shoot que la définition de la vie, je répète, c'est une dynamique qui te fait passer du potentiel au réel. Donc il y a un moi à l'intérieur qui est potentiel, mais il faut le développer. Et ce moi, tu vas le projeter dans la réalité. Maintenant, le réalisateur de ton moi intérieur, c'est ton moi extérieur. Parce que le moi extérieur, c'est le moi qui fait. À l'extérieur, je fais. D'accord? Et le moi intérieur, je veux. Donc la linéarité existentielle, c'est je fais ce que je veux. Facile? Ouais. C'est très intéressant au niveau zoologique, parce que là, on est plus bas que la psychologie. C'est que les gens, justement, qui revendiquent je fais ce que je veux, c'est justement les gens qui font pas ce qu'ils veulent. La preuve, c'est qu'après qu'ils ont fait une bêtise, ouais, quand tu leur dis mais comment tu as pu faire une chose pareille, ils disent je n'étais pas moi-même. Ah bon, t'étais qui? Oui, c'était plus fort que moi. Oh là là, vous êtes combien là-dedans? Ben, c'est ça le problème. Le problème, c'est que il y a deux objectifs. Un objectif de fabriquer un moi intérieur très 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 puissant, très équilibré, très sympathique, très sadique. Et après, ce moi intérieur, il faut le réaliser à l'extérieur. Et ça s'appelle la vie. En français, c'est exister. Ex, c'est extérieur. Ister, être. Donc, exister, c'est être à l'extérieur. Ça va? Alors, je vais vous dire une chose. Pour être, il faut exister. Vous êtes toujours là? Il y a beaucoup de gens qui n'existent pas. Tu dis, comment il n'existe pas? Le mec, il est devant moi. Oui, la table aussi, elle est là. La bouteille, elle est là. Elle est là. Mais elle n'existe pas. Parce que exister, c'est réaliser un potentiel. La bouteille n'a pas de potentiel, c'est une bouteille. Donc si toi, tu n'as pas de potentiel, ou si tu n'as pas réalisé ton potentiel, dans les deux cas, tu n'existes pas. C'est pour ça que le mot Ani en hébreu, il veut dire je. Il s'écrit avec les mêmes lettres que le mot Aïn, qui veut dire le néant. Aleph Yud Nun, c'est Aïn, c'est N, c'est la négation, la négativité et le néant. Et Ani, c'est je. Donc tu peux être Ani ou tu peux être Aïn. Ça va? Si vous allez dire oui, mais enfin tout ça c'est de l'hébreu. En français c'est pareil. Le mot personne en français, il veut dire personne et il veut dire personne. Donc ça veut dire que si tu n'as pas développé ta personne, ne viens pas chez moi pour me dire comment ça se fait que je n'ai pas le respect qui est dû à ma personne. Comment veux-tu que je te donne le respect qui est dû à la personne puisqu'il n'y a personne? Moi je passe à côté, tu me dis pas bonjour. Je t'appelle, tu me réponds pas. Je te laisse 40 textos, t'en tiens même pas compte. Tu me rappelles 2 semaines après, tu m'as appelé? Attends, j'ai envie de chanter. C'est comme si je n'existais. C'est quoi ton prénom? Aïcha. Ah oui, c'est cohérent. Ouais. Donc ça veut dire que la personne, elle a l'impression de ne pas exister. Et moi, je lui dis, mais chérie, c'est pas qu'une impression. C'est comme les filles avec les photos. Il y a un phénomène bizarre avec les photos, les filles. Vous savez, non? On vous prend en photo avec un téléphone. D'accord? On vous dit, fais-moi la photo. Ah, efface là, je suis moche sur la photo. Enfin, chérie, c'est pas sur la photo que t'es moche. Ça, c'est violent, ça. Non, mais c'est rien, c'est pour épicer. Parce que nous, on mange épicé. On ne sait pas dire dans quel ordre il faut faire les choses.
C'est juste que... Il commence à capter, lui. Hein. Je vous explique. Plus je vois que vous captez vite les blagues, plus je sais que vous êtes avec moi. Si vous êtes avec moi, je peux augmenter le nombre d'enseignements et le niveau des enseignements. Mais si les blagues, vous ne les comprenez pas, calva hamor les enseignements. Et je vous dirai quel hamor après. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, le challenge, c'est de devenir une personne. Maintenant, pour devenir une personne, il faut lutter contre la tentation d'être personne. Maintenant, quand toi, tu vas développer ta personne, très très fort à l'intérieur, ça s'appelle le respect de soi, la maîtrise de soi, la connaissance de soi, kavodatsmo, tout ça. C'est qu'en fait, tu vas te faire exister. C'est ça, se donner le droit d'être. Ouais. Maintenant, pour exister, il faut que tu travailles ta personne. Maintenant, la Gemara, elle dit qu'Eshem, chez Partsouf et Em Shonot, car d'Artem Shon, de la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire un truc bizarre qu'Hachem il a fait, ou la nature, hein, si vous n'êtes pas croyant, c'est pas grave qu'Hachem il vous envoie des fois chez les mains, c'est que on a tous des visages différents. C'est un truc bizarre, non? Maintenant, imaginez, Hachem il aurait fait qu'on a tous le même visage. Je marche dans la rue, je vois un mec qui a la même tête que moi. Pendant combien de secondes je vais croire que c'est moi? Ben, je sais que c'est pas moi, parce qu'il est en face de moi. Ouais. Après, je sais pas ce que tu as fumé, je sais pas. Bon, mais tu sais bien que c'est pas toi, puisqu'il est en face de toi. Donc, le visage, ça sert pas à prouver que l'autre, c'est pas moi. Vous suivez ou non? Par contre, le visage, c'est un rappel pour penser que l'autre, il pense pas comme toi. C'est ça le da'at. Keshem chez Partsoufé M Shonot, les manières que leurs visages sont différents, car dartem, leur da'at. Maintenant, le da'at, c'est un mot très très dur à traduire. Si vous avez l'occasion, une semaine, on étudiera ensemble. Mais disons, en résumé de résumé, le mot da'at, ça veut dire la connaissance, la da'at. Le mot da'at, ça veut dire la conscience, c'est-à-dire l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Et le mot da'at, c'est aussi la volonté, dans les lois du Shabbat. D'accord? Ah, comment un même mot, il peut vouloir dire connaissance, conscience et volonté. Encore une fois, comme vous êtes des cerveaux rapides, donc je vous donne la définition, et après je vous laisse réfléchir. C'est que un homme, il doit vivre sa connaissance en toute conscience et selon sa volonté. Il y a des gens, ils ont la connaissance et la conscience, mais ils n'ont pas la volonté, ça s'appelle des flemmards. Il y en a, ils ont la volonté et la conscience, mais ils n'ont pas la connaissance, ça s'appelle des ignorants. Il y a des gens, donc toute leur vie, si j'avais su, bon ok. Il y a des gens, ils ont la volonté et la connaissance, mais ils n'ont pas la conscience, soit tête en l'air, à côté de la plaque, pas concentré. Donc il faut les trois, et les trois en même temps. Maintenant, quand tu vis ta connaissance en toute conscience et selon ta volonté, en français, ça s'appelle la maturité. Voilà. C'est pour ça que la Gemara dit que en aniut k'aniut adat. Il n'y a pas une plus grande pauvreté que le manque de date. Ce qu'on appelle nous un CON. C'est ça un CON. Les gens croient un CON, c'est un gros mot. Non, c'est une définition zoologique. Oui, parce qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. D'accord? Or, quand tu t'adaptes, c'est parce que tu assumes. Et quand tu assumes, tu deviens mature. Parce que la maturité, c'est la résonance du fait d'avoir assumé. Vous êtes toujours là? Donc à chaque fois que tu assumes les maths, tu deviens bon en maths. Tu dis, ah non, c'est trop dur pour moi, tu es nul en maths. L'autre, il t'énerve. Tu assumes la patience. Hop, tu deviens patient. Donc la résonance du fait d'avoir assumé, c'est ce qui augmente ta maturité. Ça va? Toujours bon? C'est pour ça que les gens qui n'assument pas n'évoluent pas. Maintenant, ils ont des raisons. Hein. Ah, vous la connaissez pas, mon père m'a fait ça, ma mère m'a fait ça, le ravi est trop dur, la Torah est le truc, où était Dieu quand j'ai perdu mon père? Ok. Mais quand même, la différence entre les adultes et les enfants, vous savez, c'est quoi? C'est quand il y a un problème, les enfants, ils ont des raisons. Et les adultes, ils ont des solutions. Donc, je vous le dis maintenant, parce qu'un jour, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des responsabilités. Je vous le dis tout de suite, maintenant, comme à mes enfants, on s'en fout de vos raisons. Vous me suivez ou non? On s'en fout, mais on s'en contre-tape, mais t'as même pas idée. Bon, le mec, il est en train de m'expliquer pourquoi il va divorcer. Il me dit, ouais, mais elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Je fais, j'ai deux problèmes. Premier problème, c'est que tu me parles que d'elle. Donc toi, t'es pas dans le coup, alors. Toi, t'es Moshe Rabbeinu réincarné.
Ouais, premièrement. Deuxièmement, c'est que le fait que tu fasses tout porter à l'autre, ça prouve qu'il n'y a personne à l'intérieur pour assumer. Donc dedans, il n'y a personne, comment veux-tu que ça s'arrange? Puisque personne ne s'est marié. Personne ne s'est posé la question. Personne n'a assumé. Alors, tu ne peux pas te marier avec personne, surtout si ton nom est personne. C'est presque un western. Donc, pour ne pas être personne, on est condamné à être quelqu'un. Quelqu'un, c'est quoi? Un, c'est unique. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Que chacun d'entre nous, il est unique. Mais il est unique en potentiel. C'est comme s'il y a un diamant de 120 carats brut qui est enterré en dessous du Kilimandjaro. Quelle est sa valeur? Rien. Parce qu'il n'y a personne qui l'a trouvé. Et si quelqu'un l'a trouvé, il n'y a personne qui l'a taillé. Maintenant, le diamant taillé, il a moins de valeur que le diamant. Le diamant taillé, il a plus de valeur que le diamant non taillé. Ça va? Et le diamant non taillé, il a plus de valeur que le diamant qu'on n'a pas trouvé. Donc, si ton moi à l'intérieur, il n'est pas développé, encore une fois, donc tu n'as pas taillé les différentes facettes de ton diamant. Maintenant, c'est quoi les facettes? L'intelligence, la finesse, la reconnaissance, la patience, la crainte de Dieu, la compréhension, l'attachement au divin, la capacité à s'investir, à être entier. Tout ça, c'est les facettes de ton diamant. Quand on dit d'une personne qu'il est brillant, c'est pas parce qu'il s'appelle Dany, ou qu'il met du gel. D'ailleurs, vous savez pourquoi le diamant s'appelle brillant? Vous savez, non? Il faut sortir un peu. Il n'y a pas que la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Le séminaire. Chut, orthodoxe. Je ne peux pas vous faire le chol et le kodesh quand même. Non, c'est rien, c'est pour vous exciter. Le brillant, le diamant s'appelle brillant parce qu'il brille. Maintenant, pourquoi le diamant brille? Parce qu'il a des facettes. Chaque facette, elle a un angle différent. Et chaque facette, elle capte la lumière. Maintenant, quand tu as un diamant à une facette, comment ça s'appelle? Une vitre. Elle reçoit la lumière, elle renvoie la lumière. Mais si tu as un diamant à 70 facettes, donc la lumière, elle est captée par les 70 facettes, et le rayon, il repart dans 70 directions. Ça fait un effet de brillance. Ça va toujours? Alors, les facettes en hébreu, comment on dit? Panim. Ouais. Maintenant, nous, on doit développer les facettes de notre personnalité. Toujours bon. Maintenant, comment on crée les facettes sur le diamant? C'est facile, on le met sur un tour. Vous savez comment on taille les diamants? Vous avez une plaque comme ça, ronde, avec des éclats de diamant qui sont incrustés dedans. Parce qu'il n'y a que le diamant qui peut tailler le diamant. Ouais. Et on approche le diamant avec un outil, d'accord? Et le truc, il tourne comme ça, il va très très vite, et on l'approche, et on choisit un angle, et quand il arrive, c'est comme un papier de verre, il va frotter, oui, et on fait apparaître une facette. On tourne, on fait une autre facette. Donc vous avez compris, en vérité, la vie, c'est une série de situations. Les situations, c'est le tour qui va faire apparaître la facette du diamant qui est potentielle chez toi. C'est bon. Donc on vient au monde avec un diamant brut de 240 carats. C'est énorme. Hein. J'ai vu une fois un truc de 110 carats en photo. Déjà, c'est énorme. Et toute la vie, vous allez tailler les facettes. Mais ce qui est intéressant, c'est que panim, en hébreu, qui veut dire facette, c'est les mêmes lettres que pnim, qui veut dire intériorité. Eh oui. Donc, panim, en hébreu, c'est le visage. Oui. Mais non, pourquoi c'est au pluriel? T'as combien de visages? En fait, t'as plusieurs visages. Ouais. À la maison, gros accent marocain. Ouais. À l'école, accent breton. Jean-Charles. Ouais. Avec tes copines, ouais, le patron. À la maison, le clébard. Tu dis, mais t'as combien de visages? En fait, on a tous plusieurs visages. Après, quand ça devient grave, au niveau psychiatrique, c'est un syndrome qui s'appelle le caméléon. Parce que le caméléon, il s'adapte au milieu dans lequel il est. Ouais, et souvent, il s'appelle Léon et souvent, il est camé. C'est très rare que j'explique les blagues. Hein, non, je rigole. Mais l'idée,
C'est ça. C'est qu'en fin de compte, tu vas tailler les facettes de ta personne. D'ailleurs, le jugement à la fin de la vie, c'est quoi? Tu crois que tu vas venir avec des valises de Serfa, avec toutes tes pages de Guémara, avec toutes les fois où tu as mis les téfilines? Non. Parce que écoutez bien, c'est pas l'acte de la mitzvah. C'est qu'est-ce que la mitzvah elle a fait de toi qu'on va mesurer. Ouais, c'est comme si toi, tu es ingénieur. Tu dis, voilà, alors, vous postulez pour le poste d'ingénieur, oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben voilà, j'ai un semi-remorque, là. J'ai tous mes cahiers, tous mes exercices, tous mes livres, tous mes stylos, depuis le CP jusqu'à aujourd'hui. Eh ben voilà, c'est la preuve de ce que j'ai fait. Le mec, il dit, mais je m'en fous de ce que tu as fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu es devenu. Donc, si tu as triché à tous les examens, tu as fait médecine, mais tu n'es pas médecin. Mais tu as fait médecine, mais tu n'es pas médecin. Vous me suivez ou non? Donc, dans cette logique-là, quand on va arriver là-haut à 120 ans, le jugement, il dure une seconde. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas ce que tu as fait, on regarde ce que tu es devenu. Donc, si tu n'es pas devenu, tu n'existes pas. Parce que exister, c'est être à l'extérieur. Donc, deux fonctions. Première fonction, développer une intériorité, ça s'appelle le lève. Et ensuite, cette intériorité, la réaliser à l'extérieur. Parce qu'il a dit que la définition de la vie, c'est la tset, mina koach et la poal. Vous me suivez ou non? Passer du potentiel au réel. Mais le potentiel, il faut qu'il existe à l'intérieur. Moi, je vais te vendre un diamant, mais il faut que je l'ai, le diamant. On ne peut pas vendre un truc qu'on n'a pas en stock. Ouais, je vais épouser une fille de folie. Mais t'es un mec de folie? Ah non, pas du tout. Des fois, les garçons, ils viennent me voir, Garmel Chétrit. Voilà, vous qui sentez les choses. Pour l'instant, je sens ton haleine, si tu peux juste te reculer. Il me dit, comment vous imaginez ma femme? Je dis, tu veux la vérité ou un truc qui te fait plaisir? Il me dit, je veux la vérité. Genre, les mecs, ils sont courageux. C'est pareil pour les filles. Hein. Il me dit, comment vous sentez mon zivoug? Alors, je dis, vous voulez la vérité? Il me dit, oui, Rav, je veux la vérité, le émet. Écoute, Jennifer, t'es pas obligé d'être typé à ce point. Ouais. Je dis, ben, la vérité, c'est qu'elle est comme vous. Alors elle dit, chas v'shalom. Vous avez compris ou non? Bah oui, parce qu'il dit le pasouk. Le sort des Rishaïm ne tombe pas sur les tzadikim. Et les tzadikim ne tombent pas sur les Rishaïm. Alors rachat, c'est pas rachat. Non, t'as pas besoin. Ouais, ça s'appelle produit évolué, produit non évolué. Tu peux pas être dans la grossièreté et espérer la finesse. D'où tu vas épouser la finesse? Ouais, l'autre elle veut un Talmid Chacham, mais non mini-jupe. Chérie, tu vas attraper froid. Réfléchis. Tu dis, oui, mais pourquoi si on aime la Torah? D'accord? Ok. Bon, je crois que ton dos nu, tu l'as mis à l'envers. Ça se porte pas comme ça. Le dos nu, il est derrière. Là, tu l'as mis devant. Elle dit, oui, mais c'est un modèle, ça s'appelle Servez-vous. Buffet campagnard gratuit. Toute la charcuterie est en avant. Donc, tu es un saucisson, en fait. C'est la mort, en fin de compte. C'est ce qu'on appelle la mortadelle. Ouais. J'espère que tu as une intériorité. Une fois, j'ai fait un cours sur la pudeur. Bon, c'était dans un séminaire, des gens pas spécialement religieux. Puis il y a une fille qui vient voir la femme, elle me dit, écoutez, Rav Chétrit, je suis pas du tout d'accord avec votre cours anxiogène, d'accord, sur la sensualité, sur on peut être sexy, il n'y a pas de problème, d'accord. Moi déjà qu'avant de faire tes chouvages, je faisais pas la bise aux filles que je connaissais pas, et toi tu viens m'expliquer qu'à moitié nu, t'es pudique. J'ai du mal avec. Je ne dors que d'un œil. Elle me dit, je n'ai rien à cacher. Je fais, non, vous avez rien à montrer. Elle me dit, j'ai pas compris. Bah, quand vous montrez tout, il n'y a plus rien à montrer. Vous voulez la preuve? Vous allez dans un champ, il y a une vache, d'accord? Elle est toute nue. Elle a les mamelles à l'air. Donc quand toi, tu es toute nue, tu te conduis comme la vache. Or, la vache, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que de la viande à l'intérieur. Vous connaissez la personnalité de la vache, vous? Vous connaissez les œuvres de la vache? Vous avez lu les textes sur l'existentialisme écrits par une vache? Est-ce que vous avez lu rien que le livre de Claudia Schiffer? Vous l'avez lu? Non? Ben non, parce qu'elle n'a pas écrit. Ah, t'as déjà vu un cintre qui a écrit un livre, toi? Ouais. Alors elle me dit, alors vous me traitez de vache?
Elle a fait un raccourci de susceptibilité extraordinaire. Je lui dis, mais je ne vous ai pas traité de vache, mais la vérité, quand vous marchez dans la rue et que vous faites la star, mais pas n'importe laquelle, la star, ouais, et que vous entendez des réflexions, parce qu'il y avait 3 mecs assis sur une bagnole et vous passez, et les mecs ils disent, oh la vache, comment ça se fait que ça vous fait plaisir? En plus, Mina Chamaï, vous vous appelez Marguerite. Et tout le monde sait que le bonheur est dans le pré. Et votre copain, il est addict à l'herbe. En fait, vous êtes des bovins, les deux. C'est grave. Moi, je m'en fous, je le dis, mais toi, tu le vis. Bon, j'exagère. Hein. Tout le monde sait que la réalité est bien pire. Mais l'idée, c'est ça. C'est que tu dois développer ta personne. D'accord? Et pour développer ta personne, tu dois travailler tes midotes, tu dois assumer tes situations dans le Chol, dans le Kodesh, dans les maths, dans la physique, et dans la Mishnah, et dans la Hirat Shamayim, et dans la Tfila, et dans la Sniout, et dans le Limud Torah. Tout ça, c'est des situations qui vont être les fabricants des facettes de ton intériorité. On appelle ça en hébreu des nisyonotes, des épreuves. Ouais. Mais pas des épreuves comme des épreuves. Tu sais, j'ai été beaucoup éprouvé. Ben, c'est normal, déjà, tu es un bébé éprouvette. Alors, imagine-toi, ouais. Non, les épreuves, en tant que preuve. L'épreuve de la vie, c'est LES preuve. Parce que comment tu sais que tu es en vie? Parce que tu surmontes les épreuves. Donc, les épreuves sont les preuves de la vie. Comme l'épreuve du bac. Tu dis pas, j'ai fait les cours d'abord et j'ai fait le bac. Ben non, c'est une épreuve. Ouais, c'est ce que c'est le bac. Le bac, d'après les textes du ministère de l'Éducation, c'est qu'on veut pouvoir vérifier le niveau de maturité atteint par l'acquisition des connaissances par l'élève. Donc, c'est pas de vérifier la connaissance. On veut vérifier la maturité. C'est le texte du ministère. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est que tu vas apprendre des choses, ouais, et tu vas faire des exercices, et tu vas faire des interros. Et après, tu vas aller à l'examen. Alors, c'est quoi examen? C'est extérieur. Examen, c'est ton âme, elle sort dehors. Non, c'est pas ça. Mais tu as une feuille blanche, tu as un stylo, il y a un examinateur, une gueule. Tu te dis, heureusement que je ne reviens pas. Ouais. Et tu fais l'examen. Qu'est-ce qui va sortir sur la feuille? Pas ce que tu as fait pendant toute l'année, ce que tu es devenu. Donc, le mariage, c'est quoi? C'est un examen. Les enfants, c'est quoi? C'est des examens. Ton patron, c'est quoi? C'est un examen. La maladie, c'est quoi? C'est un examen. La mort, c'est un examen. Toute la vie, c'est des examens. Maintenant, les gens qui sont scolaires, c'est-à-dire qui sont dans une dynamique de vouloir exister, ils adorent l'école. Mais les gens qui n'aiment pas l'école, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas l'examen, parce qu'ils ne veulent pas le stress. Mais le stress, est-ce que c'est le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. C'est-à-dire que si tu as 20 ans, mais que mentalement tu as 14 ans, tu stresses. Mais si tu as 20 ans physiquement et que tu as 20 ans intellectuellement, si tu as 20 ans au niveau scolaire, voilà, tu as 20 ans. Bon, disons tu as 17 ans. Tu passes ton bac. Et ça fait 17 ans que tu travailles. Donc quand tu arrives au bac, tu dis, bah c'est le bac. Bah c'est le bac. Et si tu arrives, tu dis, oh, j'en peux plus là. Pourvu que... Oh, les énoncés sont en russe. Non, non, c'est du français. Oh là là. Pourquoi ils ont mis la feuille à l'envers? Non, non, c'est à l'endroit. Oh là là. Puis en plus, c'est la lune descendante. Là, c'est... Bah, puis là, il a aussi. Hein. Oh, puis ma copine, je suis sûr qu'elle fait du schror. Je vais tout rater. Je le sens mal. Je vais mourir. Mais t'as bossé au moins? Non, pourquoi? C'est ça, CON. D'accord ou non? CON, c'est inadapté. Maintenant, quand t'as bossé, t'es adapté. T'as bossé en première. T'es adapté à la première et t'es adapté à la terminale. T'as bossé en terminale, t'es adapté. T'as bossé maths sup, t'es adapté à maths p. T'as bossé maths p, t'es adapté. Finance, ouais. T'as bossé médecine, t'es adapté 3e année. T'as bossé ton début de couple. Maintenant, t'es un couple adulte. Vous suivez ou non? T'as bossé ta patience. Maintenant, t'es un gars patient. T'es une fille patiente.
Mais tout ça, c'est le fruit du travail. C'est pour ça que je dis, je répète cette phrase tous les soirs pratiquement. Je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que les gens ils viennent, écoutez, Rabbi Chetri, je ne comprends pas. Je sais, bon, vous m'aviez prévenu, j'avais 15 ans, je suis venu vous voir, j'avais aucune confiance en moi, vous m'avez donné un programme pour la confiance. Bon, je ne l'ai pas fait, ok, mais j'ai toujours pas confiance. Je ne sais pas, je n'arrive pas à décider, je n'arrive pas à m'engager, je suis indécise, j'ai plein de questions dans la tête, je suis perdu, en fait, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai envie de lui dire, arrête d'être con, mais c'est compliqué. Je dis, ben, je vous redonne un programme, il faut travailler. Si vous faites une thérapie, et bientôt, il faudra prendre du Tranxène. Mais tous les médicaments qu'on prend, c'est pour combler le fait qu'on n'a pas travaillé. Vous avez compris ou non? Et j'ai mal au dos. On t'a dit, tu restes pas toute la journée assis, tu te lèves, tu fais des mouvements, tu fais un peu de sport, tu joues au foot le jeudi soir. T'as pas mal au dos. Tu dis, non, je suis toute la journée, j'ai mal au dos. Ah, du coup, je suis obligé de faire des massages. Ah, ça suffit pas. Ah, du coup, je suis obligé d'ostéopathe, ça suffit pas. Après, je suis obligé de prendre des médicaments pour la douleur. Mais ça vient de quoi? Parce que tu fais pas travailler ton corps. Donc si quand tu fais pas travailler ton corps, ça fait des courbatures. Donc si tu fais pas travailler ta tête, ça fait de la lourdure. Et si tu fais pas travailler ton couple, ça fait de la routine. Et si tu fais pas travailler l'éducation, ça fait la fracture entre toi et tes enfants. C'est pour ça que la Torah elle dit Adam le Amal Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Donc les gens ils disent oh, encore des efforts, toujours des efforts, j'en peux plus de faire des efforts. Mais l'effort, c'est un effort pour celui qui n'est pas motivé à faire l'effort. Maintenant je te dis, tu creuses, tu trouves de l'or, tu es motivé. Je te dis, tu fais maths sup, maths spé, finance, 3 ans à Londres, tu prends tes 50 000 euros par mois. Tu dis oui mais c'est fatigant, je préfère Netflix. Ok, t'as le droit. Encore une fois, il en faut des brels pour qui je vais travailler. Ouais. C'est dommage. Encore une fois, c'est pas dommage parce que t'es rachat, c'est pas dommage parce que t'es bête. C'est dommage parce que t'as pas vécu ta vie, en fait. C'est ça que la Gemara dit que Ameharetzim et Amhaim, les ignorants ne sont pas vivants. Tu dis, comment il est pas vivant? Le mec, je le vois, il mange, il dort, il fait des bébés. Oui, mais la Torah, elle aurait changé sa vie. Donc la Torah qu'il aurait vécu, la vie qu'il aurait vécue avec la Torah, elle est jamais née, celle-là, donc elle est morte. Ce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas fait l'observation, c'est que celui qui n'est pas né, il est mort. Celui qui est mort, il est mort. Et celui qui n'est pas né, il est mort. Regardez le poisson, il n'est pas né et il est mort. Essayez de paner un poisson vivant. Il bouge, c'est impossible. Vous suivez ou non? Maintenant, les gens ne comprennent pas. Ils disent, oui, mais je suis vivant. Oui, mais tu n'es pas né. Encore une fois, toute ta vie, je n'étais pas moi-même, j'ai fait médecine parce que mon père il m'a dit que c'était bien, je l'ai épousée parce qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte, en fait c'était de l'aérophagie, je suis habillé en costard parce que je suis ingénieur, j'habite ici parce que c'est pas loin du boulot, j'achète une voiture qui est en claque parce que j'arrive pas à prouver que je suis un homme bien, j'ai étudié la Torah parce que je me suis réfugié dedans, tout ça, c'est des raisons. Donc c'est pas des choix. Donc, ce n'est pas des décisions. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que pour prendre une décision, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans, au volant, qui décide. Moi, je me rappelle, hein, j'avais 14 ans, j'étais pas religieux, j'ai regardé le ciel, j'avais la Emouna, bon, Hachem et tout, mais j'ai dit Hachem, je ne veux plus être en réaction, je veux être en décision. C'est fini la réaction. 14 ans. Alors, ça ne vient pas comme ça. Hein. Après que tu as dit ça, il faut 10 ans d'apprentissage. Bah oui, parce que c'est quoi la réaction? Vous parlez français? Réaction, réaction, réagir. Donc il y a quelqu'un qui agit et toi tu réagis. C'est bon? Donc si tu réagis à quelqu'un qui a agi, ça veut dire que le maître de ton action, c'est celui qui a agi en premier. Parce que toi tu n'as fait que réagir. Vous êtes toujours là? Maintenant le contraire de réagir, ben, c'est décider. Décider, ça veut dire que tu es à l'origine de l'impulsion existentielle. Tu gères ton flux et tu le réalises dans la vie. Mais il faut que ça parte de toi.
Mais encore une fois, Raoul Colo, cousin de Marco Polo, pour que ça parte de toi, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans. Je sais, ça a l'air idiot comme ça. Je dis, bah évidemment, c'est évident. Je vous donne un secret. Si tu es allongé à l'arrière d'une voiture et que la voiture avance, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. C'est trop abstrait pour vous? Alors en fait, le problème, c'est qu'à l'intérieur du moi, il y a 3 parties. Il y a une partie qui s'appelle le moi, enfin disons à l'intérieur du psychique. Il y a le moi, il y a le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Il y a le mauvais penchant, le bon penchant. Alors pour les allergiques à la religion, il faut savoir que Freud, le Yetzer Hara, il l'appelait la zone d'ombre. Il était d'accord qu'il y avait un truc. Ouais. Les psychiatres, ils l'appellent la tentation vers la mort, l'attirance vers la mort. Les psychologues, ils appellent la tentation du mensonge. Le dédoublement de personnalité, la double vie, le rejet de la réalité, le déni de réalité. Tout le monde est d'accord qu'il y a une proposition à l'intérieur, mais qui n'est pas toi. Le problème, c'est que le Yetzer Hara vient à la naissance. Alors que le Yetzer Tov, il vient à la bar mitzvah, à la bat mitzvah. Donc, à la bar mitzvah, tu te retrouves avec un Yetzer Hara qui a 13 ans et avec un Yetzer Tov qui a 1 jour. Il vient de naître, il sort du ventre, on le lave, on lui met un petit pyjama, on le met par terre. Et en face, un voyou, nunchaku. Allez, vas-y, frappe le premier. Frérot. Je vais dire, oui, alors à ce moment-là, c'est pas équilibré. Ouais. Mais alors, ces deux-là, ce sont des propositions. D'accord? Donc, le Yetzer Tov, il va dire, allez, mais c'est fini. Et ça, il va dire, laisse tomber, c'est des conneries. Ouais. Donc, tu as les 2 voies à l'intérieur. Le problème, il dit Rav Dessler, c'est que les 3/4 des gens, ils n'ont pas développé leur moi. D'accord? Donc, automatiquement, leur Yetzer Hara devient majoritaire et surtout décideur. Alors, comme c'est plus facile d'avoir un influenceur que d'avoir un cerveau, vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est la mode. Quand tu vois le niveau de débilité des influenceurs et qu'ils arrivent à influencer, t'imagines la débilité des influencés. Parce que quand le mec il dit, ah, tu sais que quand tu prends une douche, t'es mieux. Oh purée, il a raison. Bientôt, tu vas comprendre que quand t'as mal à la tête, c'est parce que tu réfléchis. Waouh! Quand tu fermes ton manteau, t'as moins froid. Oh purée, mais c'est de la folie, mais il m'a changé ma vie. Bon, ok, c'est payant, mais attends, c'est quand même mieux que ce félin là qui a des problèmes de digestion là. Ce chat GPT qui réfléchit à ta place. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, oh, mais j'ai demandé à mon ami, j'ai demandé à chat GPT. Bon, je signale, pour ceux qui ne sont pas au courant, que intelligence artificielle, ça veut dire au détriment de l'intelligence naturelle. Maintenant, la data, elle développe l'intelligence artificielle, vous savez. Donc, plus ton chat GPT il est intelligent, plus toi, t'es brêle. Bah oui, puisque l'intelligence, on a dit que c'est le fruit de l'épreuve, et l'épreuve, elle développe la maturité. Donc, moins t'assumes, parce qu'au moment de réfléchir, tu lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Donc, il réfléchit à ta place. Donc, toi, t'es de plus en plus débile, et lui, il est de plus en plus intelligent. Vous allez dire, bah, peut-être que c'est pas grave, parce que, franchement, il y a un certain confort. Et dans le confort, il y a fort. Très fort, le confort. C'est confortable. Donc tu te mets à table, tu regardes autour, il n'y a que des gens forts, et que des... Bon. Je ne l'ai pas dit. Hein. Enfin, convaincus, concernés, contribuables, vous allez trouver le facteur commun. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire que le Yetzer Hara, il te propose d'exister à ta place. D'ailleurs, moi, je l'appelle le confort à la non-existence. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a dit que la maturité, c'est de chercher la solution. Et c'est quoi la solution? C'est de se solutionner avec le problème. Donc, il y a un problème qui est là. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? Bon. Il y a une réalité qui est devant vous. Donc, c'est une question que Dieu vous pose. D'accord? Il y a un décolleté. Tu regardes ou tu ne regardes pas? Je dis, écoute, en tout bien, tout honneur. Je veux dire, la culture, c'est quelque chose d'important. Plus une caméra à 125 milliards de pixels. Si je vais avoir une vision du Grand Canyon, que je n'ai pas eu l'occasion de visiter, c'est toujours ça de prix. Et la nuit, je pourrais être le metteur en scène. Évidemment, tu as compris qui sera le héros ou le zéro. Ouais.
Voilà. D'ailleurs, tu as complété sur certains sites qui ne sont pas pour nous, ni pour vous d'ailleurs. Hein. Mais sur la base de quoi? Sur la base d'une tendance. Cette tendance, elle vient pas de toi. Puisqu'après, quand on te dit, mais qu'est-ce que tu fais? On te surprend, tu dis, excusez-moi, c'était plus fort que moi. Alors si c'était plus fort que toi, c'est pas toi, là. Et ouais, combien vous êtes? Non, c'est vrai, j'ai donné souvent cette démonstration, mais elle va vous faire gagner au moins 5 ans d'exomile. Quelqu'un, il a fait une grosse bêtise, très grosse bêtise. Bon, c'est sa belle-sœur et tout, bon. Et quand on lui a demandé, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Il a dit, c'était plus fort que moi. Bon, maintenant on fait l'analyse psychiatrique. C'était plus fort que moi. Je, tu, il, nous, vous, il, c'est des pronoms personnels. Mais c'est apostrophe, c'est un pronom déterminant impersonnel. Vous vous rappelez, non, CE2? Ouais. Écoutez bien, ça, c'est violent. Tu prends la phrase, c'était plus fort que toi, c'est toi qui l'as dit, hein. Tu dis, ouais, excuse-moi, c'était plus fort que moi. Bah, écoute, j'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi. Je t'ai emporté par la passion, par ma colère, par mes nerfs. Mon corps, il est parti tout seul. La baffe, elle est partie toute seule. Bon, je l'ai poussé dans l'escalier. Bon, d'un autre côté, c'est une belle-mère, donc quelque part, bon. Mais t'as dit, c'était plus fort que moi. Prends l'analyse. Moi. Vous avez la phrase devant vous, là? C'était plus fort que moi. Moi. Donc, tu parles de toi. Ouais. Après, tu dis plus fort que moi. Donc, il y a un truc en toi qui est plus fort que toi. Déjà, vous êtes deux. Bon. Après, était, c'est le verbe, et c'est le sujet. Et le sujet, il est impersonnel. Pronom, déterminant, impersonnel. C'est-à-dire qu'il y a un truc dedans, qui est personne, et qui te fait faire à toi des choses, que tu sais qu'elles sont mauvaises pour toi, que tu sais que tu vas les regretter, que tu sais que c'est pas bien, mais tu les fais quand même. Je comprends que tu fasses pas teshuva, c'est normal. Parce que, encore une fois, la teshuva, c'est une prise de conscience. Et la prise de conscience, c'est pour les gens qui ont une conscience. Et la conscience, c'est l'expression de la personnalité. Et la personnalité, c'est l'expression de la personne. Mais s'il n'y a personne, qui c'est qui va faire teshuva? Puisqu'il n'y a personne. Vous avez compris ou non? Ah, tu vas dire, oui, mais j'ai quand même de la personnalité. Parce que toi, tu confonds personnalité et personnalité. C'est une personnalité. Ouais. D'ailleurs, tout le monde te dit, mais tu dors ou quoi? Mais réveille-toi. Mais attends, on est à 3 mois de l'examen. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais cette fille, elle n'est pas pour toi. Ok, mais elle a des qualités morales incroyables. Bon. Parce que tu es une personnalité. Tu dors. À l'intérieur. Hein. À l'extérieur, ah ouais, on y va les gars, allez, tiens, passe-moi un joint, un truc là, tiens. Ah bien, on part à Monaco, ouais, il y a il y a un match de folie PSG, ouais, à Rotterdam, on y va, ça pour ça, pour les conneries, les... Mais pour les décisions importantes, tu veux bouger? J'ai peur d'attraper une entorse au cerveau. Allah. Mais Allah. Allah, c'est lourd. Ouais. Il y a des gens, c'est ça qui les motive. Ça s'appelle Allah, il te motive. Il faut y aller. Il faut se bouger. Il faut travailler. Il faut aller au contact. Il faut aller, à la limite, au conflit avec le Yetzirah. Ouais. Il faut prendre ses stylos, il faut prendre ses livres, il faut prendre sa Gemara, il faut prendre ses téphéline, il faut se lever à l'heure, il faut y aller, il faut se battre, il faut détourner les yeux, il faut retenir la shonara, il faut... Mais c'est dur, mais c'est dur, mais c'est dur. Mais pourquoi c'est dur? C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas développé le moi. Donc si tu te retrouves à 25 ans, avec un moi de 12 ans, c'est comme si quelqu'un depuis le CM2, il a arrêté de travailler à l'école. Bon, son père est un gros donateur, du coup, il est en terminale. Ouais. Mais après, il est à l'école, et comme ça, il est au bac, c'est compliqué. On peut pas tricher. Ah bah non, monsieur l'examinateur. 2000 €, ça va? Ah non? Ah, mince. On dit, mais quel âge t'as? Le mec, il a arrêté l'école au CM2. Enfin, il vient à l'école tous les jours, mais il a arrêté de travailler. Donc, il a un niveau de CM2. Donc, vous avez compris que l'âge physique, il a 20 ans, mais l'âge mental, il a 12 ans. Maintenant, là, tu me dis, bon, c'est le bac, c'est pas très grave. Mais là, sa femme, elle lui annonce qu'il est enceinte. Il fait une crise d'eczéma, le mec. Il dit, bah, tu sais, le loyer, il faut le payer tous les mois. Hein? Tous les mois? Bah oui, c'est un loyer. Après, il faut aller travailler. Pourquoi? Mais c'est plus papa qui m'entretient? Mais t'as 35 ans, Maurice. Et t'es sûr que c'est toujours la faute des autres? Ouais, c'est toujours la faute des autres. Ouais, mon fils me l'a expliqué. Je lui ai payé 3 piscines. Il me l'a bien expliqué.
Donc, tous les problèmes qu'on a dans la vie, ils viennent de l'écart entre la maturité que tu aurais dû avoir et la maturité que tu as. Tous les problèmes, ils viennent de là. Maintenant, l'immature dans la Torah, on l'appelle rachat. L'immature dans le couple, on l'appelle adultère. L'immature dans la drogue, on l'appelle l'addiction. L'immature dans les études, on l'appelle le glandeur. L'immature dans le travail, on l'appelle le loser. Mais c'est toujours les mêmes problèmes. C'est un problème de maturité. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont résumé toute la psychologie en une phrase. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas fait d'études de psycho, ça va vous faire gagner du temps. Ils ont dit Ezoi Chacham, ouais, Alomed Mikol Adam. Qui est le sage? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ezeu Gibor, Akovesh et Titro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzirah. D'accord? Alors nous, on dit, bah attends, maîtriser son Yetzirah, c'est de la religion. Donc on aurait dû dire qui est le tzaddik, ouais, celui qui maîtrise son Yetzirah. Qui est le gadol, le grand, celui qui maîtrise son Yetzirah. Qui est le chacham, le sage, celui qui maîtrise. Mais quel rapport? Qui est le gibor? Ça n'a rien à voir. Gibor, c'est quoi? C'est un mec qui fait du développé couché à 220 kilos. Tu dis, le mec, il est gibor. Oh, il a des pectoraux ça comme. Tu dis, comment il fait ça, le mec? Toi, tu n'arrives même pas à faire rouler la barre. Et lui, il la soulève. Tu dis, il y a un problème. Bah, 20 ans de gym. Ok. Donc, quel rapport entre Gibor et celui qui maîtrise le Yetzirah? Alors, vous regardez la phrase. Ezeu Gibor, qui est l'homme fort, celui qui maîtrise le Yetzirah. Donc, vous avez compris que celui qui est maîtrisé par son Yetzirah, automatiquement, il est halash. Il est faible. Parce que celui-là, il est fort, parce qu'il maîtrise le Yetzirah. Donc, celui-là, il est faible. Maintenant, le mot Gibor, il vient du mot Gever. Gever, c'est quoi? Un adulte. Ouais, Giveret, une femme adulte. Ouais, Yalda, c'est une petite fille. Mais Giveret, c'est une femme adulte. Donc, si Gibor, c'est Gever, Gever, c'est adulte. Donc, si le Gever, c'est celui qui maîtrise le Yetzirah, donc celui qui est maîtrisé par son Yetzirah, c'est l'enfant. Vous êtes toujours là? C'est-à-dire que et Gever, c'est quoi? C'est mature. Donc, tu mesures ton degré de maturité, ouais, en proportion de ta capacité à maîtriser le Yetzirah. Maintenant, si Gever, ça veut dire assumer, prendre en main, décider, donc automatiquement, le Yetzirah, c'est de se laisser aller. Donc la paresse, la flemme, la non-existence, l'incapacité à s'investir, l'hésitation, l'indécision, ouais, le manque de motivation, tout ça, c'est du Yetzirah. Maintenant, ça provoque quoi? Eh ben, ça provoque des angoisses. Les angoisses, elles provoquent des complexes. Les complexes, elles provoquent des malaises. Les malaises, elles provoquent des névroses. Les névroses, elles provoquent des pathologies. Les pathologies, elles provoquent des dépressions. Ouais. Les dépressions, elles développent des phobies. Et les phobies, elles deviennent obsessionnelles. Et après, tu as des tocs. Tu vas vérifier 44 fois que la fenêtre, elle est fermée. Mais c'est juste la dégénérescence, ouais, de la non-maîtrise du Yetzirah. C'est-à-dire que 90% des problèmes psychiatriques, en fin de compte, c'est juste que tu as baissé les bras devant le Yetzirah. C'est pour ça que l'erreur, c'est de croire que le Yetzirah, c'est de la religion. Vous avez compris ou non? C'est la vie. À quelle heure on doit arrêter? On a fini là? Non, à la belle heure. Ah bon? Quelle heure Shacharit? On a commencé à 8h30? Ouais. Il est 10h. Donc là, ça fait 1h30. Donc il y a la moitié de la salle qui doit prier pour que je m'étouffe. Moi, c'est comme mes enfants. Moi, je ne sens pas le temps parce que moi, je suis là pour vous aider. Je ne sais pas quand on va se revoir. Peut-être à votre mariage ou à votre divorce. Bon, alors, mais... Shalom, hein. Mais ce que je veux vous dire, et après, je vais... Voilà, il reste 2 minutes avant d'être 10h. Vous avez 2 minutes encore? Si on gagne 10 ans, ça vaut la peine. Écoutez bien. Gibor, c'est fort. D'accord? Celui qui est fort, ça s'écrit E2F ou RT. C'est bon? Donc, en fait, l'effort, c'est pas que, bon, t'es nul et tu dis, oh, je vais faire un effort. Non. Effort, en fait, c'est sois fort. Sois fort, ça veut dire sois mature. Donc, tu es devant une épreuve,
Encore une fois, une épreuve de religion, une épreuve de la vie, une épreuve de nerfs, une épreuve d'argent, une épreuve de fatigue, une épreuve intellectuelle. Tu peux être fort ou tu peux être faible. Si tu es faible, c'est-à-dire que tu te mets en situation de victime, tu te mets en situation de flemme, tu te mets en situation d'enfant. Ouais. Donc, en fin de compte, pourquoi? Parce que la situation te crée une pression. Ouais. Et la pression, c'est quoi? C'est qu'il faut grandir. Maintenant, comme c'est plus confortable de ne pas grandir que de grandir, d'accord? Donc, tu vis toutes les situations que tu ne veux pas assumer sous la forme de pression. C'est toujours clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Ben Chetrit? Une pression, ça va, dépression, ça va pas. C'est que la dépression, c'est la résultante du cumul des pressions non assumées. C'est que quand tu fous rien à l'école, parce que tu veux pas la pression de l'école, tu prépares ta dépression. Quand tu vas pas aller te battre avec la personne qui insulte ta mère, tu développes ta dépression. Quand tu vas pas te battre avec le directeur pour passer de classe, tu prépares ta dépression. Ouais. Quand tu veux travailler avec des petits gamins, parce que c'est plus facile, parce que tu n'arrives pas à assumer les adultes. Donc, automatiquement, comme tu n'assumes pas, tu ne te réalises pas. Comme tu ne réalises pas, tu évolues pas. Comme tu évolues pas, tu peux pas te respecter, puisqu'il n'y a personne à respecter, puisque ta personne n'est pas développée. Donc, tu vas faire une dépression. C'est-à-dire que tu peux anticiper la dépression qu'il y aura dans 10 ans. Mais évidemment, parce que comme tu n'as aucune personnalité, donc tu te dis, je vais épouser quelqu'un qui ne me remet pas en cause. Donc, celui qui ne te remet pas en cause, soit il est nul, soit il va te manipuler. Après, tu dis, ouais, je suis victime, il me parle mal, il me casse, il me fracasse, il me concasse. Mais quand tu vois quelqu'un qui se baisse pour ramasser un ballon et que tu vois le postérieur, tu n'as pas envie de marquer le pénalty de la Coupe du Monde. C'est une tentation. Vous comprenez ou non? Quand tu vois l'Ahmara qui te dit, tu sais, moi, je suis prêt à tout pour avoir mes examens. Ça fait réfléchir. Ouais. Quand tu as le professeur qui te dit, vous savez, moi, à 10 000 euros, la vérité, je vous mets en haut de la pile. Hein. C'est une tentation. Donc, toute la vie, c'est des propositions. D'accord? Maintenant, dans ces propositions, où tu vas réagir en adulte, ou tu vas réagir en enfant. Ça va? Maintenant, à chaque fois que tu vas réagir en adulte, ça va augmenter ton niveau de maturité. À chaque fois que tu vas réagir en enfant, tu vas pas augmenter ton niveau. Mais la vie, elle augmente, elle. Les épreuves, elles changent. Donc là, tu as une épreuve, tu voles ou tu voles pas. Bon, tu as 6 ans, tu es au GAN. Bon, tu vois le goûter de ton copain. Bon, là, tu as 17 ans. D'accord? Bon, la fille, elle est un peu faible au niveau... Tu abuses d'elle sexuellement ou non? Elle est un peu faible au niveau psychologique, ouais. Ou non. Ou tu la préserves et tu la protèges des autres pourris qui veulent l'utiliser sous prétexte qu'elle a besoin de tendresse et qu'elle est prête à payer en nature. C'est une tentation. Toute la vie, il y aura des tentations. Mais la tentation, c'est quoi? C'est une question, soit un homme ou soit un chien. Maintenant, d'où est-ce qu'il vient? L'homme, il vient du lève. Et le chien, d'où il vient? Quel lève? Comme un cœur. Kiilou yeshlo lève. Ils sont tellement nombreux qu'ils ont été obligés de leur créer un club, ça s'appelle le Club Méditerranée. Le club des chiens. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que Gibor, c'est Gever. Ouais. Ata Gibor, ça veut dire tu es fort. Ouais. Comment ça s'écrit tu es fort? Tu es fort. T-U, E-2-F-O-R-T. Tu dis non, excusez-moi, Raph, ça s'écrit pas comme ça. Si je peux me permettre, il y a le verbe être au milieu. C'est bien que tu as pensé à le dire. C'est pas mal. Alors que tu avais l'occasion de te taire, Kolakavod. Tu es fort. Ouais, il y a toi et l'effort. Mais alors, quand tu mets le verbe être au milieu, ouais, entre toi et l'effort, il y a un effort à faire. Et toi, tu commences à réfléchir, c'est bien, c'est pas bien, c'est à moi de le faire, après ça sert, hein, tu vas pas le faire. Ouais. Tu tues l'effort. Mais si toi, tu t'assimiles à l'effort, il faut le faire. Bon, il n'y a personne pour soulever la vieille, tu lèves la vieille. Ouais, il n'arrive pas à mettre sa valise, tu l'aides. Ton copain, il dit, papa, tu viens m'aider à déménager? Ok, on y va. Ouais, mais c'est fatigant. Et alors? De toute façon, on va mourir. La fille, le garçon, il a besoin de parler, mais tu l'écoutes. Ah, mais après, le rabbin, il te dit, il faut que tu changes, tu changes. Il y en a, il est venu chez moi, un jour. Il voulait pas. Il m'a dit, non, je veux pas. Les religieux, les rabbins, ça m'intéresse pas.
Moi, étant anti-religion, en fait, étant anti-cerveau, on sentait que les parents n'avaient pas coché la case quand ils l'ont conçu. Ouais. Donc il m'a dit, je vous préviens, je ne ferai aucun effort. Mais il était coincé. J'ai dit à ma femme, chérie, ne cherche plus le balai, je l'ai retrouvé. Il m'a dit, je ne ferai aucun effort. J'ai dit, écoutez, vous m'avez bloqué ma soirée. Je m'appelle Echia Metchetrit. J'ai une grande famille. J'ai une femme extraordinaire à l'époque. Ouais. Je vous demande un seul effort. Le mec, il m'a dit, ok, par respect pour vous, je suis prêt à faire un effort. Il m'a dit lequel? Je lui ai dit, crève. Tu meurs, tu débarrasses le plancher. Ta femme, c'est une veuve éplorée, elle va trouver un mec bien. Tes parents, tes enfants, ils n'auront que le souvenir des tzadikim, parce que Haremot, Kedoshim, après la mort, tout le monde est tzadik. Ouais. Et c'est bien, non? Il m'a dit, mais j'ai pas envie de mourir. Ah ouais, déjà, tu vas mieux, Yabrel. Donc la logique, c'est quoi? Attaque Gibor, ça veut dire tu es fort. Si tu n'y arrives pas, c'est l'effort tue. Donc quand tu vois que l'effort te tue, c'est que tu n'es pas fort. Pourquoi? Vous prenez le percheron. Vous connaissez c'est une espèce de chevaux. Ça vous dit rien? Allez chercher sur Internet. C'est un cheval énorme. Il fait 1,80 m à la croupe. Il est tellement puissant qu'il s'en servait pour tirer les trains en panne. Il tirait les péniches. Ouais, une péniche, maintenant, elle est remplie de minerais. Et le cheval, il la tire. Il est tellement puissant que toi, avec tes 80 kilos, quand tu montes dessus, il croit que c'est un oiseau qui s'est posé. Donc, je vous donne le secret. Et après, je vous laisse tranquille. Celui qui est fort, pour le fort, l'effort n'est pas un effort. T'as compris ou non? Quand t'es fort, c'est pas un effort. Moi, j'avais beaucoup travaillé le français, je vous dis, la littérature, l'écriture, tout ça, j'ai beaucoup travaillé. Donc au bac, je faisais pas de brouillon. Ça faisait des années, je faisais pas de brouillon. Bac philo, j'ai pris les feuilles, j'ai lu le sujet, j'ai écrit, je l'ai rendu. Le mec il me dit, vous savez, il vous reste encore 2 heures, vous voulez pas relire? Je fais, pourquoi faire? Même quand j'étais en 5e, le prof il me disait, mais je comprends pas, tu fais pas de brouillon. Je dis non, parce que je veux pas que mon premier mariage soit le brouillon de mon deuxième. Moi, il n'a pas compris, un mec de 5e qui dit ça. Ouais. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que quand tu as décidé d'être fort et que tu te donnes les moyens d'être fort, c'est-à-dire que tu fais les exercices, tu fais la muscule, tu fais le Krav Maga, ouais, et tu travailles ta tête, et tu te remets en cause, et tu travailles tes midotes, et tu travailles ta finesse, et ta douceur, et tu développes ta croyance, et tu développes ta connaissance, et tu développes ta Torah, et tu développes ta prière, tu travailles, et ben tu deviens fort. D'accord? Et ben quand tu es fort, quand elle arrive l'épreuve, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Parce que pour toi, c'est normal d'être fort. Vous me suivez ou non? Comme je te dis, tu as fait maths sup, maths spé. Le mec, il dit, vous pouvez donner des cours en terminale. Bah, avec Mahnouna, déjà, tu peux avoir un doctorat. Vous avez compris ou non? Bah, le mec, quand il est très fort, c'est facile d'être fort. Donc, comme tu es fort, il n'y a plus d'efforts. Vous allez me dire, oui, ok, mais bon, si on joue sur les mots, pour être fort, il faut faire des efforts. Et pour faire des efforts, il faut être fort. Donc, je ne suis pas encore fort pour faire les efforts. Comment je vais faire? Je donne un secret. Quand tu es motivé, quand tu as confiance dans tes parents, quand tu as confiance en Dieu, quand tu as confiance en toi, mais tu n'es pas encore fort, tu n'es pas encore mature, tu n'es pas encore construit, mais tu as confiance. Tes parents, ils disent, mon fils, j'ai confiance en toi. Ta mère, elle t'a dit, je t'aime, n'aie pas peur. Ouais, ton Rav, il va dire, je suis sûr que tu vas y arriver. Hachem, il t'a dit, il n'y a pas de raison que tu le rates. Donc, tu es chargé bloc au niveau motivation. Donc, tu es déjà fort mentalement. Ouais. Et le fort mentalement, il s'inscrit dans la réalité, et il pratique son effort, et il devient fort. Parce que même chez les sportifs, il y a le mental. Ouais. Moi, toujours, je donne cet exemple. J'adorais, quand j'étais jeune, regarder les Jeux Olympiques d'haltérophilie. Donc, tu as le petit Tchétchène. Il fait 1,44 m. Ouais. Il est concentré comme ça. Il a une gueule de Tchétchène. Hein. Bon. On l'annonce. Igor Premis Fasas Nidosh. Le mec, il se lève, concentré. Hein. Il va sur le bac où il y a le talc, là, c'est ça. Concentré. Il monte les 3 marches. Il y a la barre. Il se met par terre.
Enfin, il se met devant. Il crie. Ah! Ouais, une jambe en arrière. Tac, tac. Ouais, il ramène les deux jambes, il reste comme ça debout, le temps que ça truc. Et après, tac, il jette. Et tu vois, c'est marqué en dessous, 284 kilos. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'après, pour remettre la barre à sa place, il y a 4 mètres d'1m80, 112 kilos, qui font rouler la barre. Ils n'arrivent même pas à la soulever. À 4. Et lui, 1m45, il la soulève au-dessus de sa tête. Dis-moi, quelle est la part du mental? Vous comprenez ce que je dis ou non? Voilà. Et bien, si déjà, en haltérophilie, le mental, c'est important, alors tu crois que dans la vie, c'est pas important, que tu crois que dans la Torah, c'est pas important, que dans la prière, tu crois qu'on a fabriqué un Hazonish avec des mathématiques, tu crois qu'on a construit un couple avec un doctorat de psycho. Ouais, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Et l'effort, elle te rend fort. D'accord? Maintenant, plus tu vas travailler ton moi intérieur, plus tu vas l'affiner avec la voda des midot, avec l'étude de la Torah, avec la remise en cause. Ouais, plus tu vas être fort à l'intérieur. Comme tu vas être fort à l'intérieur, tu vas réaliser à l'extérieur. Tu vas exister. D'accord? Et le fait de réaliser quelque chose de fort, par résonance, ça te rend fort. Donc, monter les escaliers, ça fait mal aux mollets, mais ça fait mal aux mollets parce que ça muscle les mollets. Et le fait de muscler les mollets, ça te permet de continuer à monter les escaliers. C'est ça le cycle. Ça va? Voilà.